Donc, bienvenue à tous pour cette 23e webconférence du Sommet virtuel du climat. Aujourd'hui, on va parler du thème « La data au service de l'impact des COP régionales et de la gouvernance des PCAET ». Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement et également coordinatrice du Sommet virtuel du climat. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence. Avec moi, j'ai Alain Poma, conseiller communautaire délégué en charge de la biodiversité et du PCAET à la communauté de communes du Val de Cher-Controis. Laurent Olivier, directeur de la transformation numérique et citoyenne au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Daniel Pierre, directeur de la recherche et de l'innovation chez Antea Group. Et Mathieu Caps, président chez InnoPublica. Nous sommes ensemble pour 1h30. Et avant de commencer, je voulais vous partager quelques mots sur le sommet et en particulier vous rappeler que la mission de cet événement est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et comme vous avez pu le voir sur le programme, nous avons près de 50 webconférences et ateliers. Donc, n'hésitez pas à aller piocher toutes celles qui peuvent vous être utiles et qui peuvent vous aider à avancer. Je vous précise également donc, que cet événement est initié et coordonné par la PCC et qu'il est coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov. J'en profite également pour remercier nos nombreux soutiens et toutes les parties prenantes, et en particulier nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis notre première édition en 2019 et qui l'ont fait vraiment de plein de manières différentes. Merci vraiment à toutes ces personnes. Bien évidemment, cet événement est gratuit. On a eu à cœur de vous le proposer selon ce format et qu'il soit accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez vous aussi nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous remettrai le lien dans le chat pendant la conférence. Avant de laisser la parole à nos intervenants de ce début d'après-midi, je voulais vous parler encore de quelques petits points logistiques. Donc, je vais vous inciter à poser vos questions donc, tout au long de la webconférence par écrit et dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher. Si vous avez simplement des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion en prêtant attention aux destinataires que vous sélectionnez. Je précise également ici que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du Sommet virtuel du climat et que vous recevrez également un mail quand tout ça sera mis en ligne. Vous pourrez contacter les intervenants a posteriori par mail. Ce mail, vous le retrouverez dans le message qui partira après la conférence. Il me semble que j'ai fait le tour des points que je souhaitais aborder et je vais pouvoir passer la parole à notre panel d'intervenants. Mathieu. Merci Emeline. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cet atelier, effectivement, qui va combiner deux transitions essentielles, à savoir effectivement la transition environnementale et les sujets qui nous réunissent dans le cadre de ce sommet virtuel du climat, évidemment, la lutte contre les gaz à effet de serre, et une autre transition qui est la transition numérique aussi, qui impacte évidemment les territoires. J'ai pour ce faire l'honneur et le plaisir de recevoir, Emeline l'a dit tout à l'heure, trois invités, respectivement Alain Poma, qui je laisserai tout à l'heure se représenter, mais qui a une casquette d'élu territorial en intercommunalité et qui suit les sujets de biodiversité, de plans climat et énergie territoriaux. Et puis Laurent Olivier, qui au Conseil régional du Centre Val-de-Loire assure la transition, la transformation numérique. Et on verra que le sujet environnemental n'est jamais très très loin aussi pour cette échelle de compétences au niveau régional. Et puis enfin, Daniel Pierre, qui pourra jouer ses multiples casquettes, à la fois effectivement de spécialiste des sujets environnementaux, en particulier de l'eau, mais aussi évidemment d'impact climatique, et qui aura un regard cette fois peut-être moins institution publique, même s'il préside le pôle de compétitivité de Réal, mais aussi avec son regard aussi d'opérateur privé dans cette gouvernance de la donnée en faveur du climat. Je vous propose tout simplement aussi de partager quelques éléments. Je remets les intervenants que vous avez dans cette conférence. J'espère que tout le monde
voit bien effectivement la présentation. Moi, je vais me représenter effectivement peut-être en ce début de séquence. Je suis le fondateur d'un cabinet conseil qui s'appelle InnoPublica, qui a la particularité d'agir sur un sujet qui est finalement assez récent dans la sphère publique, et notamment dans la sphère publique territoriale, qui est celui de la donnée d'intérêt général. Il se trouve que moi-même et mes équipes, on est tous passés par les territoires, avons travaillé justement dans différentes institutions publiques et notamment des collectivités territoriales, et on s'est aperçu qu'il y avait un véritable enjeu aujourd'hui pour la sphère publique à s'approprier la donnée, pas pour faire du numérique pour du numérique, mais bien évidemment pour pouvoir s'en servir comme d'un carburant favorable aux politiques publiques locales, avec trois grands enjeux en général lorsqu'on maîtrise la donnée. Et maintenant, ça fait une petite dizaine d'années que les premiers territoires s'y sont lancés, avec des maturités différentes, hein, des grandes métropoles qui aujourd'hui, ou des régions, ont une belle maturité sur l'emploi, la valorisation de leurs données, et puis des plus petits territoires, et notamment la communauté de communes du Val-de-Cher-Contran en font partie, qui se sont lancés plus récemment. Il y a encore beaucoup qui, pour le coup, n'ont toujours pas finalement abordé ce sujet de la data. InnoPublica s'est créé il y a 5 ans sur le fondement qu'il y avait un énorme besoin d'accompagnement et que la donnée pouvait être tout à la fois un levier de transparence de l'action publique et de compréhension de l'action publique, notamment à des fins environnementales. Un sujet aussi évidemment qui est important, qui est celui de l'efficience et de l'impact des politiques publiques. En quoi la data peut être un véritable levier aujourd'hui de pilotage, d'évaluation des politiques publiques. Et puis, in fine, aussi un véritable sujet autour de la création de nouveaux services, de nouveaux usages à destination aussi des citoyens. Et lorsqu'on travaille effectivement depuis quelques années avec les collectivités, avec les opérateurs de services urbains, ou parfois aussi avec des institutions publiques de rang national, je pense à la Banque des Territoires ou encore le ministère de l'Économie et des Finances, eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a besoin d'accompagnement, que le sujet est moins technologique que politique et culturel, et que la capacité à faire émerger effectivement des cas d'usage est loin d'être aisée. Sur le sujet de l'environnement et du climat, il y a évidemment de très belles initiatives, et le sommet virtuel du climat en a montré un certain nombre. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à revoir après, pour celles et ceux qui n'ont pas assisté, mais un certain nombre de replays. Je pense évidemment, et son partenaire à l'ADEME, qui, notamment sur tout un tas de sujets, en particulier DataGir, aussi travaille notamment à ces cas d'usage et notamment la capacité à faire prendre conscience, grâce à la donnée, des enjeux climatiques actuels. Je pense par exemple à DataGir aussi, qui est un formidable projet et qui est construit de manière agile. InnoPublica aussi, effectivement, dans les nombreux cas d'usage que l'on traite, le sujet de l'environnement, on l'a vu ces dernières années, monter en puissance. Il y a tout un tas de sujets, évidemment, où la data peut avoir de l'impact, que ce soit évidemment sur des sujets très sectoriels comme la mobilité, l'eau, l'énergie, les ressources humaines ou encore le transport. On voit que tous ces enjeux-là, évidemment, comme fil conducteur, évidemment, un certain nombre de sujets d'ordre climatique. Et vous le verrez dans cette conférence, et je vais laisser très bientôt la parole à Laurent Olivier, mais que les cas d'usage aujourd'hui autour de la lutte contre le réchauffement climatique et puis la limitation des gaz à effet de serre est l'un des sujets clés où la data s'accommode bien, en tout cas, de ces politiques publiques, notamment pour mieux objectiver la lutte contre le réchauffement climatique, pour mieux organiser la manière d'opérer entre les parties prenantes. La data peut être un vrai levier de gouvernance de l'action publique. Et puis, in fine, aussi, la data comme outil d'objectivation, de mesure, de contrôle. Ça, c'est moins nouveau, mais aujourd'hui, l'approche assez différenciée permet d'avoir un autre impact. Et si les défis restent immenses, on voit un certain nombre d'initiatives que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous mettre en lumière, et en particulier d'initiatives vraiment d'ordre territorial qui sont en train de s'organiser et dont vous avez la primeur aujourd'hui parce que pour l'instant, il y a eu assez peu de communication sur le sujet, mais les choses vont s'accélérer en 2022. Alors précisément, je voudrais effectivement présenter Laurent Olivier, à qui je vais laisser la parole.
qui est directeur de la transformation numérique et citoyenne, et qui va pouvoir nous présenter aujourd'hui le travail que fait le Conseil régional du Centre-Val de Loire, déjà depuis de nombreuses années sur les 2 transitions dont je vous ai parlé, et qui va illustrer un projet aujourd'hui de Climate Data Hub qui est aujourd'hui eh bien, développé depuis de longs mois pour pouvoir justement faire émerger eh bien, une véritable gouvernance et un véritable opérateur tiers de confiance pour pouvoir eh bien, se donner tous les moyens de lutter contre les gaz à effet de serre. Laurent, je vais vous laisser vous présenter, peut-être simplement nous redire effectivement comment d'abord s'insère votre fonction au Conseil régional. Je pense qu'il est peut-être important de rappeler la dimension très transverse à laquelle vous intervenez, parce que justement les sujets de transition, à la fois numérique et environnementale, sont éminemment transverses et que le Conseil régional du Centre-Val de Loire, justement, essaye de renforcer cette transversalité. Laurent, je vous laisse la parole peut-être juste pour vous représenter simplement Oui, le merci. cadre de votre mission. Merci Mathieu. Oui, oui, effectivement, je suis dans un positionnement un peu spécifique au sein de la collectivité, puisque je suis dans une direction qui est la seule à être attachée à la directrice générale des services. Donc, on est en proximité immédiate avec la DGS et on porte à ce titre des sujets qui sont un peu plus transversaux que d'autres, même si la transversalité aujourd'hui dans nos organisations est partout. En tout cas, ce qu'on adresse, nous, au sein de la direction de la transformation numérique et citoyenne, c'est vraiment ces 3 sujets, finalement, 2 qui apparaissent immédiatement dans l'intitulé de la direction, celui de la transformation numérique et comment est-ce que ce sujet-là doit être accompagné au sein de la collectivité, auprès des collègues, bien entendu, mais également auprès d'autres partenaires extérieurs à la région. La question de la transformation citoyenne, puisqu'on a tendance à lier les deux, et on voit que le sujet numérique et citoyenneté sont intimement liés. En tout cas, il y a un sujet qu'il faut adresser différemment, la relation qu'on a avec les citoyens, avec les usagers également, c'est un segment qu'on traite aussi, est à prendre avec des nouvelles méthodes, et c'est un sujet qu'on traite aussi au sein de la direction. Et puis, il y a un 3e thème qui n'apparaît pas dans l'intitulé, qui est tout à fait essentiel et qui nous prend également beaucoup de temps, c'est la question du pilotage de la collectivité. D'où l'appétence et le tropisme assez naturel qu'on peut avoir dans la direction autour des questions de données, bien entendu. Et donc là, quand on arrive à lier la data, le pilotage et les enjeux de transformation numérique, on a l'opportunité ou la chance, en tout cas, de pouvoir se lancer dans des réflexions assez intéressantes et assez stimulantes et des projets assez inédits. Et c'était le cas notamment du Climate Data Hub. Merci Laurent. Justement, alors on parlait de ces transitions, peut-être 2 sujets que je voudrais mettre en parallèle parce qu'ils ont un peu, alors évidemment, ils sont abordés depuis déjà un certain nombre d'années, mais en tout cas, ils ont explosé ces toutes dernières années. C'est d'abord le travail peut-être que fait le Conseil régional aujourd'hui sur le champ justement de la data. Il en est question dans cette table ronde. Est-ce que justement, quelques mots, vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment se positionne le Conseil régional, notamment dans le fait qu'il a suivi très rapidement eh bien, les injonctions de la loi Le Maire sur l'ouverture des données publiques, et notamment avec la mise à disposition du grand public et des institutions eh bien, d'un portail open data. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être juste sur la genèse justement et finalement aujourd'hui l'engagement qui s'est fait en faveur de la circulation des données d'intérêt régional? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la particularité au niveau de la région Centre-Val de Loire d'être une des collectivités pilotes ou militantes en matière d'open data. On a été, comme la très, très grande majorité des autres collectivités, rattrapés par cette question de l'open data, en quelque sorte, avec la loi Le Maire, qui nous a un peu contraints, d'une certaine manière, mais dans le bon sens du terme, à nous poser la question de l'ouverture des données publiques qu'on avait au sein de la région. Et c'est un sujet qu'on a lancé en 2018 avec l'ouverture du portail Open Data. Et finalement, cet exercice a été assez intéressant parce que d'une part, il nous a permis d'ouvrir des jeux de données, et on continue à en ouvrir beaucoup aujourd'hui sur le portail, mais surtout, ça nous a permis aussi de nous interroger sur la place de la donnée dans notre organisation. Et cet exercice a été extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ça a été l'opportunité de à la fois sensibiliser les collègues dans les directions sur les enjeux de la donnée. Qu'est-ce qu'était une donnée au niveau du conseil régional, où était-elle, est-ce qu'elle était de qualité, est-ce qu'elle pouvait être réutilisable, etc. Et donc de commencer petit à petit à positionner un cycle de vie de la donnée au sein de notre organisation et de capitaliser sur ces éléments de réflexion pour améliorer les questions de ce que j'évoquais tout à l'heure dans les termes de pilotage, mais comment est-ce qu'on arrive aussi à rendre compte des effets des politiques publiques qu'on adresse au sein de la région
dans le cadre justement du suivi de la performance ou du pilotage de la région, donc avec différents niveaux, bien entendu, d'appréhension de ces questions-là. Donc l'open data, tout ça était effectivement très, très lié, et on revient une fois de plus à ces questions de pilotage qui sont tout à fait liées les unes les autres. Alors, autre sujet, justement, merci pour ces éléments de réponse sur la data, et j'invite effectivement, et je pourrais partager le lien à voir le portail data du Conseil régional, où il y a un certain nombre d'ailleurs de données environnementales dont se saisissent aujourd'hui un certain nombre d'institutions, de professionnels aussi, avec effectivement un écosystème assez large. Parallèlement d'ailleurs, alors même si les sujets étaient globalement peut-être au départ un peu disjoints, mais on va voir de quelle manière ils convergent, le Conseil régional de Centre-Val de Loire a lancé déjà, et là de manière pionnière, et partager ça, mais une COP aussi d'échelle régionale pour passer justement de l'ambition à l'action. Et c'était l'un des, je crois, l'un des points d'orgue en tout cas du mandat de la majorité actuelle, renouvelée d'ailleurs aux dernières élections régionales, mais de pouvoir aussi décliner ces enjeux en tout cas de lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement liés aux enjeux environnementaux au travers d'une COP. Est-ce que vous pouvez juste peut-être nous reparler aussi de la genèse de cette COP? La genèse, c'est le constat qu'on fait tous les uns les autres sur la nécessité de prendre avec un peu plus de sérieux, en tout cas, les enjeux en matière de changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Donc, ça part de là aussi. Et puis, l'autre constat, c'était de se dire que ce type de virage, il pourra être pris que si on arrive à mobiliser un collectif important, même très important, au sein d'un territoire comme le nôtre. Donc, le pari, ça a été de poser le sujet sur un périmètre qui est celui de la région Centre-Val de Loire, et donc d'engager un processus participatif, parce que c'est bien ça dont il s'agit lorsqu'on parle d'une COP, parce qu'on est compétent aussi en termes de chef de fila sur les questions climatiques à l'échelle régionale. Il y a cette légitimité qui nous autorise qui nous a autorisé à poser ce sujet-là. Et immédiatement, on a bien entendu travaillé sur la mise en place de l'implication de tous les acteurs pour relever ces défis autour du changement climatique et proposer des moyens, des leviers pour amplifier les initiatives à travers, je le disais tout à l'heure, la mobilisation des acteurs. Comment est-ce qu'on arrive à passer à l'action et à massifier le passage à l'action, et comment est-ce qu'on recense, on partage également les bonnes pratiques au sein de ces communautés pour encore une fois systématiser et faire que tout ça prenne une masse critique la plus importante possible et le plus rapidement possible, donc avec des ambitions en matière de réduction des consommations d'énergie, de neutralité carbone, d'amélioration en matière de remplacement des énergies fossiles et des matières polluantes, d'adaptation également des territoires au dérèglement climatique. Ça, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Bref, ça nous fait 4 piliers sur lesquels on fait reposer la COP et sur lesquels on embarque des collectifs, des communautés, des coalitions, comme on le dit dans cette organisation-là, en faveur de la lutte et l'adaptation au changement climatique. Alors justement, j'étais en train de faire passer et je vais remettre le lien là pendant les prochains échanges, mais ceci de la COP régionale, donc on l'a vu effectivement, il y a un certain nombre de parties prenantes qui gravitent, et c'est évidemment l'affaire de tous, à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, du corps académique, et bien évidemment des citoyens. Donc il y a ce rôle de chef de fila et de mettre en place effectivement une animation et une gouvernance adaptée. C'est évidemment des gros enjeux. Et la question de la data, effectivement, puisque vous étiez monté année après année en compétence sur ce sujet, a été détectée en tout cas comme étant une opportunité de pouvoir peut-être aller plus loin encore, et notamment grâce effectivement à la réunion des acteurs qui ont déjà aussi travaillé sur la COP et d'autres, pour pouvoir lancer un projet pour le coup assez original, je le dis, en tout cas, qui s'inspire aussi peut-être de projets pionniers à travers le monde, qui s'appelle le Climate Data Hub. Alors, je vais partager naturellement la présentation, mais je vais vous laisser, pour le coup, Laurent, en parler un petit peu. Je me propose juste de faire suivre effectivement les slides pour nous parler du Climate Data Hub aujourd'hui en région Centre-Val de Loire. De quoi s'agit-il ? Alors, le Climate Data Hub, on va effectivement rentrer un peu dans le détail. Simplement sur les prérequis ou ce qui a motivé finalement cette intuition autour du Climate Data Hub, il y a certains points qu'on a déjà vus il y a quelques instants à travers les échanges qu'on a pu avoir. Le premier sujet, ça a été rappelé en introduction, c'est vraiment la tension apparente, en tout cas, qu'on pouvait constater entre ces enjeux de transition numérique et révolution de la data, qu'on constate tous depuis plusieurs années, et puis les enjeux de transition écologique,
et d'adaptation au changement climatique. On s'est beaucoup inspiré des travaux de la FING, c'est une association que vous connaissez certainement, et la région centre. La Fondation Internet Nouvelle Génération, voilà, qui depuis plus de 20 ans travaille effectivement voilà, sur tous ces changements, enfin ces enjeux de transition sociétale et territoriale, et notamment beaucoup sur la data. Exact. Beaucoup sur la data. Et c'est vrai qu'en 2019, la FING avait commis l'agenda pour un futur numérique et écologique qui nous semblait, en tout cas, nous avait beaucoup stimulé intellectuellement et puis dans l'émission qui était les nôtres, parce qu'elle posait finalement, on trouve en tout cas de façon très très pertinente cette réconciliation entre transition numérique et transition écologique, avec cette phrase que je remets, je ne suis pas fan des citations dans les présentations, mais je trouve que celle-ci est assez éloquente sur la nécessité en tout cas de faire converger chacune de ces deux transitions qui sont complémentaires, avec l'une qui a le but au niveau de la transition écologique, l'autre qui a le chemin au niveau de la transition numérique, et comment est-ce qu'on lie les deux et comment est-ce qu'on gère et on réconcilie ces deux questions qui sont intimement liées en fait. Et on verra à la fin comment les préconisations formulées par cet agenda du futur, pour un futur numérique et écologique font, nous semble-t-il en tout cas, parfaitement écho dans la dynamique qu'on propose à travers le Climate Data Hub. Alors le chemin, on le connaît, sur l'autre slide, je vous ai remis juste pour illustrer bien entendu les jalons qui sont ceux que nous propose la Commission européenne, enfin l'Union européenne, pardon, les instances nationales, et puis celles qu'on s'est fixées aussi pour décliner dans le cadre du SRADET à l'échelle régionale les enjeux en matière de GES, de NR, de consommation énergétique à l'horizon 2030 ou 2050. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Le sujet maintenant, c'est comment on fait pour y arriver. Comment on fait pour y arriver et comment est-ce qu'on sait que l'on atteint ou pas les objectifs qu'on s'est fixés. Donc la question peut sembler extrêmement triviale, mais elle est extrêmement compliquée à résoudre parce qu'on se rend compte qu'on est, pour quelqu'un qui, comme moi, a l'habitude de traiter la question des évaluations des politiques publiques, lorsqu'on vous demande d'évaluer le SRADET, vous êtes pris d'un vertige. Parce que habituellement, vous évaluez des dispositifs à 2-3 ans. Vous avez un cadre d'intervention, les effets ça a généré, il y a eu des résultats, on a dépensé tel crédit, ça a permis de bénéficier à tel ou tel porteur de projet, etc. Peut-être une question pour nos spectateurs, parce qu'effectivement, on a un public assez varié entre des acteurs territoriaux, et puis parfois je voyais des entreprises. Peut-être préciser en quoi le SRADET est un peu le document cadre, et en tout cas un peu la ligne de conduite aujourd'hui, enfin l'un des grands documents cadres de la région, juste de redécrire ce qu'est l'acronyme. Voilà. C'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire qui est pour la première fois, il y a déjà eu des SRAT avant, hein, je jargonne encore un peu, mais la différence fondamentale avec le SRADET, c'est que celui-ci est prescriptif cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il engage aussi le collectif autour de certaines obligations, certains objectifs qui sont affichés et qu'il faut respecter, qu'il faut atteindre. Et c'est notamment le cas sur toute une série de données relatives au GES, aux énergies renouvelables, aux consommations énergétiques. Donc, évaluer le SRADET, encore une fois, gros vertige parce qu'on est sur une très longue durée, on parle de l'horizon 2030, 2050. Donc, comment on fait pour évaluer ce genre de choses sur une aussi longue durée? Et puis, deuxième complexité de taille, c'est qu'on est sur une approche systémique. On n'est pas sur une thématique particulière qui peut fonctionner de façon isolée. Là, quand on commence à toucher à ces questions de GES ou de NR, le sujet est beaucoup complexe compte tenu, encore une fois, de ce caractère systémique. Donc, comment on traite ce sujet-là et comment on l'adresse? Et de fil en aiguille, les réflexions se sont portées autour de la data, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est ce qui a motivé en partie le climate. L'autre élément, juste, je me permets aussi, pour nos spectateurs, nos participants, vous le savez, alors vous pouvez évidemment discuter, mais vous avez aussi sur Zoom un petit module de questions-réponses, Q&R. N'hésitez pas, hein, quand des questions vous viennent, à les noter, à les inscrire. On se réserve évidemment un temps en fin de séquence pour pouvoir y répondre. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. On va pouvoir les agréger et puis, j'espère, répondre à toutes vos questions avec des réponses pertinentes. Voilà. Je relaisse la parole à Laurent qui nous expliquait effectivement comment aujourd'hui la région, d'un point de vue d'ailleurs contractuel, s'engage aujourd'hui et objective et avec un certain nombre, avec une véritable obligation de résultat, suit les prescriptions internationales justement sur tout ce qui est baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'autre élément de contexte, c'est sur la diapo suivante, c'est également un projet qui n'aurait pas pu aboutir sans
l'écosystème assez unique qu'on a la chance d'avoir en Centre-Val de Loire et à Orléans en particulier, parce que c'est surtout sur Orléans que ça se joue, avec un pool d'acteurs privés comme publics qui sont en pointe sur des questions de données environnementales, de métrologie environnementale, avec le BRGM, l'Université d'Orléans, des entreprises privées comme Antea, que Daniel représente aujourd'hui, l'Agence de l'eau également, et avec des projets, des actions qui sont menées, qui sont portées encore une fois sur ce territoire. Alors, à vocation, bien entendu, nationale, voire internationale, pour certaines d'entre elles, mais en tout cas, ça se passe ici, et ce qui nous permet de bénéficier, encore une fois, d'un écosystème assez unique qui prédispose ou conditionne aussi les réflexions qu'on va pouvoir évoquer là, dans quelques instants autour du Climate Data Hub. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un projet comme le Hub n'aurait pas vu le jour, probablement, ou en tout cas, on ne se serait pas autorisé à adresser ce sujet-là sans ce background ou ce back-office autour des questions de data environnementale. Donc, encore une fois, le BRGM sur des questions de données numériques, de normalisation de données numériques, d'instrumentation, de métrologie. Le pôle DREAM, haut et milieu, dont le président est à ma droite, on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure, traite sur des questions d'éco-technologie relatives à l'eau et à ces milieux. Là aussi, beaucoup d'acteurs privés, pour le coup, qui sont embarqués, et des acteurs de la recherche qui sont embarqués dans ce pôle. Donc, il y a une vraie dynamique qui nous permet d'intégrer des initiatives à l'échelle européenne. J'ai cité notamment la plateforme S3 sur Water Smart Territories, qui est une des illustrations, mais il y en a d'autres, des partenariats qu'on peut nouer. Des programmes de recherche également qui sont extrêmement ambitieux. On a un programme qui est en train de monter en puissance, qui s'appelle Junon, et qui traite la question des jumeaux numériques dans le domaine de l'environnement, qui est extrêmement prometteur et qui mobilise également un écosystème extrêmement important. Et puis d'autres acteurs qui commencent également à se mobiliser sur les enjeux autour du numérique, mais cette fois-ci liés aux questions agricoles, où là aussi on franchit le pas, on mixe encore une fois ces transitions et ces évolutions de modèles avec AgreenTech Valley, par exemple, qui est un autre acteur important et qui participe aussi aux échanges qu'on a. Donc tout ça pour dire encore une fois que cet écosystème régional, c'est une vraie valeur ajoutée, une vraie force, et on s'appuie pleinement là-dessus pour poser ces questions, encore une fois, de data versus adaptation au changement climatique. Et puis l'autre point d'élément de contexte, mais on l'a évoqué ensemble, Mathieu, il y a quelques instants, c'est la question de la COP régionale. Je ne reviens pas sur cet élément-là. Oui, pour le coup, je redis ça, c'est que l'idée, c'est quand même effectivement de ne pas traiter les sujets en silo. La COP régionale a permis d'inscrire un dispositif d'acteurs et l'enjeu, pour le coup, c'est aussi pouvoir capitaliser sur ça pour justement lancer le Climate Data Hub. Exactement. C'est un cadre, un écrin dans lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut s'appuyer pour avancer là-dessus. Donc, le Climate Data Hub, on l'a évoqué également tout à l'heure en propos liminaire. Qu'est-ce que c'est ? On voit sur le slide suivant, Mathieu. C'est un tiers de confiance. La logique de tiers de confiance, c'est un sujet assez essentiel parce que pour nous, c'est vraiment… alors, ça s'adresse pour le sujet qu'on traite, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique, mais la logique de tiers de confiance, pour nous, c'est un prérequis qui est probablement essentiel pour permettre de traiter la question de la révolution de la donnée qu'on évoquait tout à l'heure et le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour ceux qui suivent les questions d'open data, depuis 10 ans, 12 ans ou 15 ans maintenant que l'open data est en place, on n'a pas eu le grand soir qui a été annoncé par certains des tenants de cette ouverture des données, parce qu'on n'a pas réussi en fait à capitaliser d'une certaine manière pour des tas de bonnes raisons. Il n'y a pas de jugement de valeur, bien entendu, derrière tout ça. Mais en tout cas, on n'a pas réussi à vraiment capitaliser sur tous les faits qui étaient attendus autour de ces données. Et probablement qu'une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas été en capacité collectivement de créer les conditions nécessaires, et en l'occurrence un cadre de confiance, pour permettre d'échanger, de mettre à disposition et de capitaliser sur ces données de façon à permettre à chacun de ces contributeurs, de ces producteurs de données, de s'y retrouver dans le partenariat et dans l'usage de ces données. En tout cas, c'est le postulat qui est le nôtre à travers cette logique de tiers de confiance. On n'est d'ailleurs pas les seuls à postuler ce tiers de confiance, mais il nous semble important, en tout cas comme prérequis, de pouvoir poser ces jalons-là et de créer les conditions de confiance pour permettre l'échange des données. Donc, avec ce tiers de confiance, on va pouvoir construire un outil d'observation et de mesure des trajectoires de lutte contre les changements climatiques, permettre de mobiliser de la donnée pour des projets d'innovation, comprendre également les engagements des différentes parties prenantes, et puis aussi, c'est un autre axe important de ce tiers de confiance, travailler sur des logiques d'empowerment, d'encapacitation, comme disent les Canadiens,
Mais en tout cas, derrière tout ça, il y a aussi la portée citoyenne au connaissance du terme, c'est-à-dire comment est-ce que les habitants arrivent à s'approprier aussi et comment est-ce qu'on arrive à les accompagner pour faire en sorte que cette adaptation au changement climatique ne soit pas quelque chose qui soit en haut ou quelque part, mais pas auprès de ceux qui sont directement concernés, en l'occurrence les habitants, et comment est-ce qu'on peut les accompagner pour être vraiment acteurs de ces transitions. Donc, il y a aussi cette finalité très concrète et très opérationnelle vis-à-vis des habitants. Oui, c'est-à-dire que cette notion un peu de tiers de confiance, on parle effectivement un concept aussi qui commence à émerger en France et qu'on a vu dans des pays anglo-saxons et notamment au Canada. Il y a ce sujet aussi de coordonner ou de travailler ensemble. C'est effectivement peut-être l'une des limites aujourd'hui, je veux dire, de la data, c'est que beaucoup sont partis en ordre dispersé, alors pour le meilleur parfois, mais aujourd'hui, l'enjeu climatique est tel et à ce point transverse et puis finalement supra-territorial et finalement ne se limitant pas, je veux dire, à notre millefeuille territorial, il y a ce sujet aujourd'hui à pouvoir se mettre autour de la table et puis de pouvoir d'ailleurs dépasser uniquement le clivage sphère publique, sphère privée ou sphère citoyenne. Il s'agit bien de ça pour le coup, Laurent? C'est ça, c'est un espace. On crée des conditions d'une collaboration publique-privée, pris encore une fois dans une définition assez large, mais les conditions favorables pour permettre cet échange de données et la production de services. J'y reviendrai tout à l'heure dans les objectifs communs. Concrètement, on a travaillé depuis 18 mois sur une phase de préfiguration. Donc on était dans une phase de préparation. Et à partir du mois de janvier 2022, on va rentrer dans une phase beaucoup plus concrète et plus opérationnelle avec le lancement des premiers cas d'usage. Mais depuis 1 an et demi, on a travaillé à l'identification déjà des contours de ce Climate Data Hub. Le premier sujet la première action qui a été menée, c'est des concertations avec les acteurs locaux en se disant est-ce que ce sujet, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que ça vous intéresse? Et c'est vrai qu'au final, au terme de ces entretiens, il y a eu une vraie appétence de la part de la majorité d'entre eux qui ont été d'accord pour continuer à travailler avec nous et qui nous ont accompagnés jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, dans cette phase de préparation. Et on voit sur le slide qui vous est présenté qu'on a quand même des profils extrêmement différents, à la fois des acteurs économiques, des ESN, type Atos ou Inetum, des acteurs du numérique comme Microsoft ou Orange, des énergéticiens Enedis, EDF, GRDF qui étaient également présents, et puis d'autres acteurs comme Agrintech, le Pôle Dream, des acteurs plutôt publics du milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, le BRGM, l'INSA, les deux universités de Tours et d'Orléans. Bref, on a une galaxie d'acteurs là, qui est extrêmement hétérogène, mais qui est finalement assez révélatrice des acteurs ou des types d'acteurs qu'on peut embarquer dans un projet comme celui-ci, parce que tous ont des choses à dire, tous ont des choses à apporter dans un projet comme celui-ci. Les phases du projet, ça a été, comme je le disais, depuis septembre 2020 jusqu'en octobre 2021, une phase de préparation. Encore une fois, avec notamment, depuis janvier 2021, une phase très opérationnelle à travers des commissions qui nous ont permis d'affiner différentes hypothèses sur la question d'un cadre éthique. C'est détaillé dans le slide suivant, à travers donc une charte éthique qu'on a mis en place et qui se veut assez ambitieuse, parce qu'il nous semblait important aussi d'afficher les valeurs qui étaient celles du Climate Data Hub. Il y en a certaines, et encore faut-il les partager pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets-là. Ça contribue aussi d'une certaine manière au tiers de confiance, au cadre de confiance, cette question éthique. Il y a eu des avancées également en termes de parti pris technologique, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec, une fois de plus, le BRGM qui adresse un panel de services pour l'hébergement de données en local. Et il nous semblait intéressant aussi, dans le cadre du Climate Data Hub, de poser la question de la souveraineté locale de l'hébergement des données. Et on a des solutions très concrètes qui vont être mises en œuvre autour de ça. On a également balisé les premiers jalons en termes juridiques. On sait que c'est un sujet compliqué, cette question de confiance et de data trust, parce que c'est un peu le Far West, les choses ne sont pas stabilisées, il y a encore plein de choses à écrire et plein de choses à faire, donc, ce qui rend les choses d'ailleurs intéressantes, mais un peu risqué quelquefois, d'où la nécessité de bien se faire accompagner sur des questions juridiques. Et puis aussi et surtout, on a travaillé sur des questions de cas d'usage, puisque le cœur du réacteur du Climate Data Hub, c'est bel et bien de délivrer des services. Ce n'est pas de stocker de la donnée pour stocker de la donnée, ça ne nous intéresse pas vraiment, en tout cas, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est bien de proposer des services en faveur de l'adaptation au changement climatique, de la compréhension de ce changement climatique sur le territoire. Et donc, on construit des cas d'usage, et l'ambition, c'est de construire des cas d'usage pour proposer des solutions avec des acteurs. Et donc, c'est dans le cadre
de ces cas d'usage, qu'on ira chercher de la data, qu'on ira chercher du conseil, qu'on ira chercher de la technologie pour pouvoir, en bout de course, proposer des services adaptés aux enjeux qui ont été identifiés. C'est vraiment ça le sujet du cas d'usage. On a déjà des pistes assez intéressantes sur des réflexions. Ça rejoint les échanges qu'on pourrait avoir avec Alain Poma tout à l'heure sur les questions des PCAET. On a des sujets sur l'agriculture qui sont extrêmement importants aussi, sur les questions d'émissions carbone aussi. Bref, tout un panel de cas d'usage qui sont d'ores et déjà prêts et qu'on ambitionne de lancer à partir de janvier 2022 pour tester grandeur nature ce modèle de Climate Data. Très bien. Oui, pardon, je vous en prie, Laurent. Donc, effectivement, 1 an à peu près, effectivement, pour mettre les gens aussi, c'est normal, autour de la table, de co-construire effectivement ce Climate Data Hub, de pouvoir aussi viser une forme de gouvernance et puis de se donner les moyens de réussir, j'allais dire. Et aujourd'hui, là, en cette fin d'année, les choses sont actées, elles ont été votées. On est quand même dans effectivement une entité publique où le conseil régional s'engage politiquement et aussi budgétairement. Donc, octobre 2021, en tout cas maintenant décembre 2021, on est le 1er décembre, on a terminé cette première phase. Hein, c'est bien ça, pardon. C'est ça. Les points forts peut-être du projet, justement, aujourd'hui, pour revenir dessus. Alors, ça a été donné. Il est quand même question, et ça, c'est les 10 ans peut-être de data derrière, et puis ces sujets autour du climat. Quels sont justement un petit peu les points forts du projet, les aspects structurants, notamment sur la question de la data et de l'expérience qu'a eu le conseil régional en termes de data? Oui, les points forts, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne reviens pas sur les questions de confiance, on l'a bien détaillé, mais c'est vraiment, vraiment essentiel. L'autre intérêt, c'est de se focaliser sur un territoire géographique, sur un espace géographique particulier qui est celui du centre Val de Loire. C'est sur ce périmètre-là qu'on va jouer. Sur une thématique particulière, alors elle est colossale, bien entendu, le changement climatique, c'est un sujet vertigineux également, mais en tout cas, contrairement à d'autres territoires qui ont fait le choix de traiter la donnée dans sa globalité, toutes les données à des fins de développement économique, nous, le parti pris, ça a été de se concentrer, encore une fois, sur ce sujet plus particulier de l'adaptation au changement climatique. Et puis surtout, c'est vraiment, au-delà du sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est comment est-ce que cet outil, ce tiers de confiance qu'on va pouvoir tester dans les prochains mois, peut être réplicable demain sur d'autres thématiques et sur d'autres compétences, notamment pour le conseil régional, sur les questions de développement économique, sur les questions de transport, sur les questions de développement touristique, par exemple. C'est d'autres sujets qu'on a également en perspective. Et c'est vrai que le galop d'essai que va nous permettre le Climate Data Hub pour éprouver le tiers de confiance pourra nous être utile, en tout cas on l'espère, pourra nous être utile demain pour adresser d'autres thématiques et d'autres sujets autour de la data. Et puis plus largement, c'est effectivement éviter l'asservissement de la gestion territoriale par d'autres que nous. Et on estime en tout cas qu'à l'échelle locale, dans un partenariat public-privé bien construit et avec des objectifs partagés, on est tout à fait compétent et légitime pour pouvoir traiter des données au service de l'action publique. Et encore une fois, éviter que ce soit d'autres qui n'aient pas forcément les mêmes ambitions que nous qui le fassent. Très bien. Sur le phasage, donc c'est la nouvelle étape qui s'ouvre à partir de janvier 2022 jusqu'en janvier 2024, une feuille de route assez souple, agile. On n'a pas voulu quelque chose de trop corseté et on veut se laisser encore la possibilité de faire des pas de côté, de rétro-pédaler ici ou là en tant que de besoin. Mais en tout cas, le but, c'est de confier ça à un consortium qui porterait le tiers de confiance et qui, pendant 24 mois, mettrait en œuvre une feuille de route qui se décline sous 7 chantiers spécifiques. Mais en gros, l'objectif, c'est vraiment de lancer les premiers cas d'usage et puis de tirer les enseignements de ces cas d'usage sur les autres sujets, le cadre juridique, le modèle économique, les enjeux en matière de promotion de la démarche, de cas d'usage, etc. On va essayer de capitaliser sur les retours d'expérience pour permettre, dans les 2 ans qui viennent, de trouver un rythme, une vitesse de croisière qui nous autoriserait à passer à une autre échelle à partir de janvier 2024. Donc voilà l'ambition qu'on se fixe sur ce sujet-là. On a avancé également au niveau financier, puisque la région s'engage financièrement de façon assez importante sur ce sujet-là. On a également sollicité des crédits dans le cadre du plan de relance de l'État. Il y a un dossier qui est en cours d'instruction et qui a été déposé la semaine dernière pour permettre d'amorcer les premiers cas d'usage. On espère que l'État retiendra notre candidature. Et puis, pour terminer, je voudrais juste revenir sur là où on avait commencé, c'est-à-dire sur ce que la FINC avait proposé dans son agenda pour un futur numérique et écologique.
avec 5 axes dans cet agenda. Et il se trouve que, encore une fois, que la Climate Data Hub fait plutôt bien écho à tout ça, avec des certitudes autour que le fait que les solutions produisent des technologies et non pas l'inverse, qu'on fait le pari aussi de l'action collective sur ces questions d'adaptation au changement climatique, qu'on a des choses à se dire entre numérique collaboratif et écologie démocratique, ce qui fait lien aussi avec mes missions autour de la transition numérique et citoyenne. Tout ça est intimement lié. Qu'il est essentiel de se focaliser sur l'impact autant que sur le modèle économique des innovations qu'on sera en capacité de proposer dans le cadre du Climate Data Hub. Et puis, d'autre part, un caractère très exemplaire également du numérique et de son industrie dans ces sujets-là et dans le sujet de la transition écologique. Voilà l'ambition qu'on porte. On ne le porte bien entendu pas tout seul. Encore une fois, un tiers de confiance, c'est un collectif. Et parmi le collectif, il y a Daniel et les institutions qui peuvent représenter, qui est partie prenante. On était ce midi avec des représentants d'Atos et du BRGM pour discuter également de ce sujet-là, pour avancer concrètement sur le projet. Donc, il y a une vraie dynamique qui prend et on espère que ça pourra porter ses fruits dans les mois qui viennent. Merci Laurent pour cette présentation effectivement du Climate Data Hub. Je remercie aussi celles et ceux qui ont déjà commencé à poser leurs questions. On les garde au chaud et je pense parce qu'elles sont assez transverses, même si elles interviennent là, on s'est bien noté au moment de cette présentation. Donc on va y revenir juste après. Peut-être effectivement justement montrer que cette action effectivement à l'échelle régionale n'est pas esseulée en tout cas sur le secteur parce que il y a d'autres contraintes réglementaires aussi qui s'imposent au territoire. Et je voudrais parler notamment, parce que c'est évidemment l'un des sujets qui occupe énormément les intercommunalités ou d'autres types de regroupements, parfois macro, je pense aussi au pays, qui est celui des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux. Là aussi, il y avait une obligation réglementaire qui, pour le coup, en plus, a été doublée d'une véritable, j'allais dire, demande citoyenne autour justement de l'action des collectivités en faveur du climat. Ça a d'ailleurs été du reste mis en priorité lors des élections il y a un an, au moment des élections communales et intercommunales. Les sondages ont montré que ce sujet de l'environnement année après année, et en tout cas lors des dernières échéances, celle de 2020 était passée en tête. Plusieurs territoires, effectivement, ont d'ores et déjà effectivement engagé des plans climat, air, énergie territoriaux. Les choses se font petit à petit. On s'aperçoit d'ailleurs, il y avait une enquête très intéressante cet été, que je vous invite peut-être toutes et tous à lire, mais justement de la DCF, l'Assemblée des communautés de France, qui montrait que c'était un énorme challenge pour les intercommunalités françaises, finalement aussi, de se fixer des objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre. Elles sont parfois le manque de ressources, elles ont besoin d'aide. On trouve effectivement quand même beaucoup de bureaux d'études, dont beaucoup sont membres justement de la PCC, de l'Association des professionnels du conseil en climat, qui viennent les aider. Donc, les PCAET sont en train d'être conceptualisés, d'être votés et d'être engagés pour 6 ans. Et la communauté de communes du Val-de-Cher Controis dans le Loir-et-Cher ne fait pas exception effectivement à la règle. Et elle a pris le taureau par les cornes et a pu voter en début d'année son PCAET après avoir travaillé pendant plusieurs mois dessus. On a effectivement Alain Poma, à qui je vais laisser la parole, peut-être se représenter, et puis représenter d'abord peut-être le territoire. Je vais aussi partager l'écran, bien évidemment, mais peut-être pour qu'Alain Poma puisse nous redire aujourd'hui, je reprends la bonne présentation, la voici, désolé, mais quid justement du Val-de-Cher Controis, peut-être nous représenter justement le territoire aujourd'hui dans lequel vous vous inscrivez, dans lequel vous êtes élu. Alain. Bonjour à tous, donc Alain Poma, donc conseiller délégué au plan climat et à la biodiversité. Donc pour vous situer, donc le Val-de-Cher Controis en Loire-et-Cher, c'est donc 33 communes pour 49 000 habitants. Donc c'est un petit territoire, mais finalement qui est aussi rural, ancré dans la ruralité pleinement. Et aujourd'hui, effectivement, le Val-de-Cher Controis avait démarré même dès l'ancienne élection, avant les élections en 2019, d'organiser ce plan climat avec des objectifs qui ont été votés donc en 2019. Des objectifs qui correspondaient donc au salaire, des objectifs ambitieux. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose de complexe parce que ce ne sont pas que des actions que la communauté de communes pilote, ce sont beaucoup d'actions transverses avec du suivi, de l'action parfois,
Et donc, on s'était dit qu'en petit territoire rural, on n'avait pas les capacités humaines d'aller chercher de l'info. Et pour autant, on ne voulait pas non plus s'ancrer sur quelque chose d'ancien avec un bureau d'études, où à chaque fois, on a quand même 6 ans sur un plan climat, c'était quand même assez court. Et donc, un bureau d'études qui, in fine, nous donne des données, parfois de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, des résultats pour pouvoir actionner, on s'est dit qu'on n'était pas pertinent sur le sujet et donc on s'est tourné vers l'open data. Alors au début, on a adhéré grâce à Région Centre à l'open data et donc sur notre territoire, il nous fallait vraiment un cas concret d'utilisation de cette data. Peut-être une question, Alain, Oui. justement, parce que là, on fait le lien. C'est intéressant de faire peut-être cette jonction. La région centre, effectivement, aussi, était extrêmement moteur, évidemment, à l'échelle de la région et pour sa propre administration. Mais vous confirmez effectivement qu'aujourd'hui, le Val-de-Cher Comtrois aussi a pu finalement faciliter l'engagement aussi de son ouverture des données. Et je vais remettre le lien dans un instant aussi dans le portail pardon, dans le fil de discussion, mais a pu se lancer dans l'open data grâce aussi au conseil régional. Peut-être, je ne sais pas si qui de Laurent Olivier ou d'Alain Poma peut-être expliquer justement comment aujourd'hui vous interfacez ça, peut-être justement, en quoi la région aussi offre une instance. Peut-être Laurent Olivier là-dessus. Puis après, Alain, je vous redonne la parole. Mais je pense que c'est un point important parce que ça pose aussi un cadre qui est celui, en creux, on y reviendra, mais de l'interopérabilité des données et de l'échange des données entre différents niveaux de collectivités territoriales. Oui, là aussi, le constat qu'on avait fait au moment où on a ouvert ce fameux portail Open Data, c'était l'opportunité de proposer aux collectivités qu'ils souhaitaient une convention pour bénéficier de l'hébergement de leurs données selon un format en marque blanche qui était possible, que le prestataire nous offrait. Et donc, la capacité d'offrir à des collectivités comme le Val-de-Cher-Comtrois l'opportunité de se créer un environnement, un espace, de le configurer à façon, mais de pouvoir héberger ces données selon un modèle économique qui était extrêmement intéressant pour eux, et ce qui permettait à la région aussi de montrer une forme d'accompagnement de l'ensemble des collectivités à l'échelle régionale autour des questions open data. Donc c'est un modèle qu'on a fait le choix d'activer, et on a plusieurs collectivités de différentes strates, d'ailleurs, des EPCI, des départements, des métropoles, qui ont fait le choix de venir prendre en marque blanche ces portails et donc de pouvoir stocker et faciliter d'une certaine manière aussi le partage d'informations. Et nous, ça nous permet aussi de créer un réseau, de pouvoir animer ce réseau, de se voir un peu plus régulièrement et de partager les enjeux, les difficultés, de monter des projets, le cas échéant, pour traiter la question de l'open data ou de la donnée en général à l'échelle régionale. C'est un vrai sujet, hein, la complexité Alain l'a bien dit et va le traiter, mais il y a un vrai sujet autour de la capacité d'accompagner les collectivités autour de ces sujets-là. Hein. Alors tout à fait, je redonne la parole, merci Laurent pour ces précisions. Mais Alain Poma, Alain, vous confirmez que vous, justement, vous avez fait d'une pierre deux coups, il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, en disant non seulement on répond aux injonctions de la loi Le Maire et le territoire étant visé, on se lance dans l'open data. Et je tiens à souligner d'ailleurs que par rapport à la taille de la collectivité, moins de 50 000 habitants, vous faites partie un peu des territoires pionniers aussi à s'être lancés dans l'open data. Mais vous en avez aussi profité, c'était le sujet, pour se dire l'open data c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Il nous faut aussi trouver un cas d'usage. Et précisément, vous qui étiez en charge du sujet plan, climat, air, énergie et plus généralement de la biodiversité, vous vous êtes servi aussi justement finalement de l'ouverture des données pour pouvoir justement optimiser aujourd'hui le plan climat, air, énergie du Val-de-Cher Comtrois. Il s'agit bien de ça? Tout à fait, hein, parce que il faut être honnête, hein, il faut savoir qu'il n'y avait pas forcément tous les élus qui étaient au parfum ou de savoir exactement ce qu'est l'open data, la donnée ouverte. Et donc, il fallait, pour les convaincre de l'intérêt de la chose, un vrai cas d'usage. Et le plan climat, c'était effectivement arrivé à ce moment-là et avec une vraie résonance, parce qu'on est sur un plan donc, avec 4 axes, on a 60 mesures, on a plus de 100 actions. Donc, humainement, si on n'a pas un peu d'aide informatique et via les données ouvertes qui nous permettent d'affiner nos politiques, forcément, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on ne se le cache pas, chaque EPCI ou chaque commune a un budget qui fait de plus en plus attention. Et donc, de pouvoir mener une politique efficace qui, en temps réel, peut nous montrer les avancées, les résultats d'un plan, c'est tout de suite très intéressant. Parce que tout de suite, c'est transparent aux yeux du public. On peut tout de suite montrer les actions qu'on a pu mener, les résultats obtenus. Et c'est vraiment quelque chose qui était très, très intéressant.
Donc, Alors justement, effectivement, voilà, peut-être pour représenter, vous l'avez dit en creux, mais l'un des sujets pour vous a été de se dire comment est-ce qu'on peut passer d'un plan qui est dense, hein, plus d'une centaine d'actions, qui était pour le coup pertinent, qui s'appuie quand même sur un diagnostic fait par un bureau d'études pour le coup, et qui est tout à fait pertinent, mais vous êtes aperçu peut-être de la difficulté après d'un point de vue opérationnel, et notamment avec parfois des ressources limitées, j'entends, même s'il y a des agents ingénieurs territoriaux qui sont lancés. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre ce plan d'action? Comment est-ce qu'on fait pour finalement l'irriguer et surtout, eh bien, en tout cas, eh bien, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au bout de 6 ans. Et donc, pour le coup, le projet que vous avez appelé Open PCET s'articule selon 3 grands objectifs. C'est bien cela là que je partage aussi à l'écran, tout à fait, mais tout à fait. qui Oui. étaient finalement tous complémentaires et liés, mais avec chacun, pour le coup, un enjeu bien précis. Complètement. On est vraiment sur un outil effectivement de suivi et d'évaluation. On a aujourd'hui 104 mesures avec des fois des pilotages par des institutions, d'autres fois par des privés, voire des citoyens. Donc, on avait besoin de cette donnée ouverte qui peut à tout moment nous permettre de nous situer sur le sujet. Et on est vraiment sur 3 objectifs donc de suivi, de pilotage. Effectivement, développer cet outil qui est collaboratif, c'est-à-dire qu'à tout moment, tous les citoyens peuvent venir constater et suivre l'évaluation, mais peuvent aussi se permettre de collaborer, d'interagir, si vous voulez, avec la plateforme afin de l'enrichir. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment figé, c'est vraiment quelque chose qui est complètement ouvert à tous, institutions, privées et citoyens. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, qui permet de créer une vraie synergie, si vous voulez, afin que tout le monde se sente concerné, impliqué dans le sujet et puisse faire vivre. Et plus la donnée, si vous voulez, est vivante, plus les remontées d'infos sont présentes, et plus ça devient attractif. D'autant que l'idée avec ce cas d'usage, c'est de se dire aujourd'hui, on est en train de développer cette donnée ouverte pour, in fine, avoir potentiellement d'autres cas d'usage qui puissent justement, toujours dans le souci de mener une politique la plus fine possible, d'avoir un outil, un bel outil en termes de données ouvertes qui nous permettent de mener ces actions-là à terme. Alors justement, je poursuis et il y a des questions effectivement qui sont en train de tomber et auxquelles on répondra tout à l'heure pour le coup. Aujourd'hui, pour le coup, le Val-de-Cher 3 a lancé ce portail, un portail dont on s'aperçoit aussi que l'une des ambitions, c'était de pouvoir toucher le grand public. Est-ce que vous confirmez justement, et c'était l'objet d'ailleurs de pas mal d'autres conférences, que eh bien, nombre d'actions effectivement d'enjeux territoriaux ont vocation finalement à être exécutées un petit peu, j'allais dire, individuellement par les familles, les foyers, et qui a un véritable enjeu justement aussi de pouvoir eh bien, mesurer, objectiver ces actions, parce que certes, il y a des actions qui reviennent à la collectivité elle-même, qui reviennent aussi aux entreprises, on y reviendra tout de suite après avec Daniel Pierre, mais l'un des premiers sujets, y compris pour les élus, c'était de bien comprendre de quoi il s'agit. Le sujet est complexe autour du climat, et il y avait un premier enjeu qui était de démocratiser aussi l'information, de faire comprendre quel avait été le diagnostic, et de faire comprendre finalement aussi quels étaient finalement les enjeux auxquels était confronté le territoire à son échelle. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. L'intérêt, si vous voulez, c'est d'avoir vraiment toutes ces actions-là qui soient les plus transparentes possibles afin d'identifier tous les acteurs qui sont partie prenante du sujet. Aujourd'hui, le citoyen, effectivement, peut, au travers d'actions personnelles, ça peut être aussi notamment avec tout ce qui est les collaborations citoyennes, les collectifs citoyens qui peuvent se créer aussi. Nous, à l'instigation du plan climat, on a un club climat qui s'est donc ouvert donc, aux citoyens qui peuvent permettre de venir, donc qui ont eu un vrai aussi avis à émettre au niveau de ce plan climat. Et demain, avec des collectifs citoyens, on peut commencer à réfléchir au développement, notamment des énergies renouvelables sur le territoire, des choses qui sont en train de se mettre en route. Et typiquement, à partir d'une action typique du plan climat qu'on a lancé donc en fin d'année, par exemple la thermographie aérienne, on va pouvoir alimenter avec ce résultat-là au niveau des bâtiments et logements qui peuvent être peut-être déficients en termes d'énergie. Eh bien, on va une fois de plus incrémenter cette donnée ouverte avec cette carte géographique qui sera ouverte à tous et qui permettra de faire vivre et de rebondir. Et par exemple, en interaction, typiquement, avec la plateforme nationale qui va être lancée de rénovation énergétique, on est complètement en synergie dessus.
Et l'intérêt de cet outil-là, c'est vraiment de pouvoir rebondir à tout moment avec tout ce qu'on peut voir ici. Effectivement, là, on est sur la partie donc sur les objectifs, mais on peut voir à tout moment que cette base de données Open Data, elle est complètement fluide, accessible à tous, avec différents objets, et qu'on peut, nous, l'augmenter et l'incrémenter et voir un petit peu ce qui avance, ce qui n'avance pas forcément aussi. C'est ça qui est intéressant, de savoir où on en est. Donc, On a vous un vrai aussi, intérêt sur les objectifs, par exemple, sur l'énergie renouvelable, on a une vraie production qui est votée, qui est souhaitée sur le territoire. Donc, demain, c'est de savoir un petit peu, voilà, où sont les productions d'énergie locale renouvelable avec une cartographie disponible, des résultats concrets, des avancements notamment. Au fur et à mesure, chaque année, on sait exactement où on est dans ce plan climat, quoi. Et c'est donc hyper important parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très transverse avec beaucoup d'actions différentes. Nous, sur le territoire, c'est vrai que c'était, au final, on s'est rendu compte quasiment que chaque vice-président, avec sa compétence, était en lien avec le plan climat, que ce soit l'agriculture, que ce soit le logement, que ce soit la politique de mobilité. On a vraiment des éco-défis dans ces entreprises, en particulier aussi des défis citoyens. Donc, on voit vraiment aujourd'hui un cas typique, l'éco-défi dans ces entreprises, aujourd'hui des objectifs, ce qu'il en était, qui vont être mis prochainement à jour. Donc, les acteurs identifiés, ça doit être la CMA de mémoire. Ils sont là-dedans avec les on avait la Chambre des métiers de l'artisanat qui apparaît. Donc, on a eu les résultats des labellisés donc, la semaine dernière. Donc, après, c'est le temps que la personne saisisse, si vous voulez, via un formulaire automatisé, les réponses. En fait, on identifie, si vous voulez, les acteurs. Tous les acteurs étant identifiés sur toutes les actions. Les acteurs ont un rôle bien spécifique. Et ensuite, on leur demande sur un mail assez simpliste avec une action à remplir, une question, un chiffre, et la donnée est directement renvoyée dans cette centrale qui nous fournit en direct donc, les résultats du territoire. Donc, vous confirmez effectivement, je le partage, mais qu'un des grands enjeux aussi pour éviter l'engorgement a été de pouvoir, là aussi, un peu à l'instar de ce qui était fait au niveau régional, mais vous, de réunir, que ce soit au travers du Club Climat et puis des liens que vous avez faits, eh bien, toutes les parties prenantes qui ont vocation finalement aussi à alimenter et à travailler finalement sur la limitation des gaz à effet de serre pour pouvoir leur faire remonter facilement de l'information, alors ou de manière automatique lorsque c'est possible d'un système d'information à un autre, mais de manière plus prosaïque et basique, j'allais dire, en leur envoyant régulièrement une forme de questionnaire pour qu'elles puissent mettre à jour leurs données. Là, en l'occurrence, la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui va pouvoir finalement compléter et vous donner les informations par rapport aux nouveaux artisans commerçants, notamment qui s'engagent justement sur alors là, il y a un sujet d'éco-défi, en tout cas des actions en faveur du climat à l'échelle justement des commerces et de l'artisanat. Vous, votre appétence maintenant sur la data permet non seulement d'agréger ces données, de les mettre à jour automatiquement, et puis derrière, vous, d'objectiver finalement l'avancement de votre plan d'action. Le but, il est là, c'est-à-dire, c'est de plus être aveugle finalement sur là où on en est. Lorsqu'il est question aussi de rénovation énergétique des bâtiments, vous êtes en train de finalement aussi travailler, d'inventer une gouvernance avec que ce soit les opérateurs publics ou privés, opérateurs sociaux, qui vont pouvoir vous remonter de l'information sur la rénovation énergétique des bâtiments et évidemment aussi le traduire en impact évidemment CO2. Il s'agit bien de ça en fait, c'est un enjeu aussi de responsabilisation et de partage de la tâche avec tous les acteurs finalement qui composent le territoire. Tout à fait, c'est vraiment une synergie avec le partage donc, de toutes ces informations-là qui puissent faire une donnée ouverte qui soit vivante. Ça, c'est très important. Avoir une donnée qui est renouvelée régulièrement pour savoir exactement où nous en sommes sur le territoire, afin de permettre l'action toujours politique la plus fine possible. C'est vraiment le but in fine de cette open data, c'est vraiment d'avoir une action bien ciblée avec différents acteurs effectivement et qu'à tout moment, on puisse se situer précisément sur le territoire. Soit sur la mobilité, effectivement, comme on peut voir, il y a tellement de sujets sur ce plan climat, à la fois c'est génial, et à la fois, c'est vraiment à s'arracher les cheveux parce qu'on a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, à suivre notamment et à répertorier. Donc, on ne peut pas se passer aujourd'hui cet outil informatique-là qui est le donnée ouverte parce que sinon, c'est quelque chose d'infaisable à l'échelle de notre territoire. On va dire les choses clairement. On aurait, si on était, on va dire, à l'ancienne, avec un bureau d'études, on lancerait quelques actions ponctuelles avec un retour année plus 2 du résultat potentiel. On ne peut plus travailler comme ça aujourd'hui. C'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de tous, mais
aujourd'hui, moi, avec les moyens, les agents que j'ai et la volonté quand même qu'on a de faire quelque chose, puisque le plan climat qui a été voté a été quand même ambitieux sur notre territoire, on n'a pas d'autre choix que de passer par là. Il faut être honnête. En tout cas, il y a un enjeu de facilitation. On a besoin évidemment quand même de l'expertise des Bien sachants. sûr. Voilà, donc c'est vrai que les bureaux d'études, et en plus, c'est des sujets effectivement qui nécessitent une grande expertise technique. Mais l'enjeu, en tout cas, c'est d'augmenter finalement l'impact et la fiabilité finalement aussi des actions que vous faites. Et en cela, c'est peut-être un peu nouveau en termes justement de pilotage et d'évaluation des politiques publiques, en l'occurrence environnementales, mais grâce à la donnée. Donc là où c'est peut-être intéressant, c'est de noter que et c'est parfois là qu'on a vu d'ailleurs certains écueils, c'est que la collectivité ne s'est pas contentée uniquement de faire de l'open data, ça a été aussi de se servir de la data pour les propres politiques publiques qu'elle poursuivait. Donc, à la fois, justement, du côté des élus qui ont été formés, mais aussi du ou des agents et des partenaires territoriaux qui ont vocation aussi eh bien, à appréhender, j'allais dire, le sujet dans un effort collectif. Donc, c'est vrai que on retrouve, je vais peut-être redonner la parole à Laurent Olivier, mais peut-être l'un des cas d'usage justement que vous dessiniez tout à l'heure, vous l'avez approché. Là, on parle d'une des comités de communes. Hein. Il y en a au moins, je crois, une trentaine ou une quarantaine à l'échelle de la région, peut-être même un petit peu plus, qui ont vocation à faire des PCET. Certains les ont sortis. Pour la région, ça peut être non seulement un sujet pour alimenter ces territoires en données utiles, parce que il y a parfois des données justement qui sont d'échelle régionale, et les partenaires du Climate Data Hub, je pense au BRGM en particulier, ou encore justement au Pôle Dream, sont en mesure justement de pouvoir apporter une information très intéressante à l'échelle locale. Et pour la région, qui doit aussi évidemment, on redit, mais enjeu réglementaire, il faut que ces PCET soient évidemment bien articulés avec le SRADET, c'est aussi une capacité pour vous à être peut-être à être moins aveugle, à faire remonter une information pertinente et justement vous aussi ajuster les politiques régionales en faveur du climat. Est-ce que Laurent Olivier, vous voyez un petit peu cette logique un petit peu de données descendantes et ascendantes et puis finalement aussi décentralisées? Oui, bah les perspectives, elles sont multiples. C'est extrêmement stimulant. Mais il faut dire que le Val de Charcontois était particulièrement exemplaire là-dessus. Mais ça, en tout cas, avec l'exemple que nous donne Alain à l'instant, ça montre bien, en tout cas, l'utilité d'un outil comme celui-ci. Et le fait de pouvoir re-questionner la place de la donnée dans le management ou la gestion d'un projet comme celui d'un PCAET auprès des habitants, on voit qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Ça suscite de l'intérêt, ça suscite de l'appétence, ça permet de maintenir le collectif peut-être plus motivé, plus mobilisé sur du long terme. Ça permet de rendre compte, de proposer une forme de transparence dans les effets des politiques publiques. Et tout ça est extrêmement intéressant parce qu'on le disait tout à l'heure, mais en bout de course, les sujets s'adressent avant tout aux habitants. Il est essentiel qu'on puisse avoir des leviers pour toucher au plus près les habitants. Et l'analyse qu'on en fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le périmètre du PCAET était le bon niveau, probablement, pour poser ces questions-là et pour tenter je ne sais pas si c'est le terme innovation, mais en tout cas, de mettre en place des projets pour à la fois aider les PCAET à vivre et à produire les effets qu'ils ont prévu de faire. Et puis nous, de pouvoir mieux nous articuler aussi sur nos politiques publiques. Donc il y a une jonction, il y a des choses à inventer. Et on l'a identifié, en tout cas, il est ressorti comme un sujet majeur dans le cadre des multiples cas d'usage du Climate Data Hub. Est-ce qu'il faut travailler sur un socle commun de données à l'échelle de la région, par exemple, qui permettrait de documenter et d'alimenter chaque PCAET avec des données de référence, avec une infographie, une data vise, qui permettent de démarrer? Ça peut être le cas. Est-ce qu'il faut proposer d'autres expérimentations à l'échelle de tel ou tel territoire sur la data autour de l'eau, autour des enjeux agricoles, etc. Les perspectives sont vraiment multiples. Mais en tout cas, c'est un périmètre qui est extrêmement intéressant pour nous. D'accord. Merci en tout cas Alain Paumard et puis Laurent Olivier pour ces témoignages. Je voudrais aussi, évidemment, on a la chance d'avoir Daniel Pierre, que je remercie pour sa patience. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est intéressant aussi, et je vais laisser la parole à Daniel Pierre se présenter parce que ça a été dit tout à l'heure en filigrane, il a plusieurs casquettes. À la fois voilà experte et puis à la fois voilà en cabinet d'ingénierie on va dire et puis aussi vraiment sur un pôle de compétitivité voilà qui est vraiment pionnier sur ces questions-là. On l'a vu et je pense que c'était en tout cas l'enjeu de cette table ronde, c'est de montrer que le sujet les institutions publiques, évidemment, ont un rôle très fort sur le sujet. On l'a vu, et notamment sur ce sujet de Climate Data Hub, où il y a aussi un enjeu de souveraineté, ou en tout cas les politiques publiques, en tout cas on croit en région Centre-Val de Loire, eh bien qu'il ne faut pas nécessairement toujours tout se faire dicter. Pour autant,
Le territoire est aussi composé d'un certain nombre d'acteurs privés qui ont une expertise sur le sujet, d'autres qui n'en ont pas. Et je voudrais peut-être interroger Daniel Pierre, justement, d'abord avec sa casquette finalement Antea Group, pour lui demander, et je vous demande, voilà, pour le coup, Daniel, votre avis sur, pour vous, le rôle aujourd'hui des opérateurs qui maillent le territoire, qui salarient un certain nombre de personnes et qui sont des acteurs à part entière, effectivement, du fonctionnement du territoire. Quel rôle pour eux, justement, dans cette gouvernance aujourd'hui qui est en train de se construire, alors à l'échelle à la fois vraiment très, très locale, communale ou intercommunale, ou à une échelle un peu régionale? Comment vous voyez justement aujourd'hui le rôle et la contribution des acteurs privés à ces efforts communs à l'échelle territoriale? Alors, il y a plusieurs, enfin, votre question, elle pose plusieurs sujets, en fait. Si vous me permettez, je ferai juste un tout petit parallèle sur le sujet du climat, qui est évidemment brûlant, entre le sujet du climat et ce qu'il est en train de vivre sur les sujets numériques, data, et ce qui s'est passé dans le domaine de l'eau, avec, entre guillemets, une temporalité qui a été différente. On voit très bien que sur le climat, il faut qu'on avance vite aujourd'hui. Et on est en train de griller des étapes qui ont pris beaucoup plus de temps. Par exemple, si on parle de la gestion de la ressource en eau. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on passe d'une logique de moyens à une logique de résultats aujourd'hui. On est sur de l'opérationnel, il faut que ça adresse vite des sujets opérationnels. Comment intégrer des entreprises sur le processus? J'ai amené avec moi le rapport RSE de Antea Group, sur lequel, pour la première fois, je dirais, l'exercice de réaliser ce document a été fait non pas comme une obligation un petit peu réglementaire, mais vraiment comme la colonne vertébrale d'un certain nombre de développements et de stratégies pour l'entreprise. Pourtant, Antea Group, c'est une société internationale d'ingénierie dans le domaine de l'environnement. Mais aujourd'hui, on se pose aussi nous-mêmes la question de ce que l'on fait nous-mêmes en tant qu'Antea pour l'environnement. Ou en tout cas, nos plus jeunes ingénieurs nous l'ont posé. Et c'est en cela que ce type d'exercice devient non pas le passage un peu obligé, mais quelque chose de structurant pour le développement d'entreprise. Syntec Ingénierie, on n'est pas les seuls, puisque Syntec Ingénierie a sorti sa charte pour l'ingénierie, la charte de l'ingénierie pour le climat, seulement en 2019. Donc, on voit que c'est un sujet qui préoccupe les entreprises. Il s'agit d'image, il s'agit aussi de responsabilité sociétale, de responsabilité d'entreprise. Et puis, si on le prend comme véritablement quelque chose qui est structurant pour l'action de l'entreprise, sa visibilité, son développement, on voit qu'on peut en faire un outil tout à fait pertinent. Je reviens sur la problématique de l'eau, en fait, pour vous expliquer comment on a mis, nous, 20 ans à passer d'une logique de moyens à une logique de résultats en ayant le numérique, en prenant en compte le numérique, et comment là, en 3-4 ans, je veux dire, plan climat, Syntec, la charte de l'ingénierie pour l'environnement, ça date que de 2019, et on sait qu'aujourd'hui, il faut aller sur du très concret. On voit les outils présentés par Alain, on voit que c'est vraiment pas que juste pour connaître ce qui se passe sur son territoire. Maintenant, il est dans le pilotage, le fait d'avoir, au travers de ces outils-là, du participatif et de la transparence. On est en train de vivre la même chose du côté entreprise. Je reviens sur la partie eau. Il a fallu attendre la première loi sur l'eau de 1964 pour que déjà on commence à intégrer la dimension naturelle de l'eau, c'est-à-dire le bassin versant, l'aquifère, la nappe d'eau, etc. Et qu'on se dise il faut gérer la ressource à l'échelle, non pas juste de la ville d'Orléans, mais à l'échelle du bassin versant Loire-Bretagne. Deuxième loi sur l'eau 1992, on s'est dit bon, c'est bien, on a le principe, mais maintenant, il faut qu'on engage des moyens. Donc, on a engagé des moyens sur un certain nombre de choses. On a lancé des actions. Les agences de l'eau ont financé massivement un certain nombre de choses. Et on s'est dit, mais il faut quand même qu'on sache à peu près où on va. Donc, on a déployé de la métrologie.
on s'est mis à mesurer la qualité de l'eau, on mesure, voilà, on entretient des stations de mesure des débits, etc., etc. Puis 10 ans plus tard, on a plein de données. Et en fait, la question qu'on se pose, mais c'est OK, mais on va où? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Et là, c'est la problématique de suivi-évaluation que posait encore une fois Alain. C'est OK, on connaît, mais est-ce qu'on va bien dans le bon sens? Et là, très tôt, il se passe quand même plusieurs années. En fait, dès les années 2000, avec la directive cadre sur l'eau qui a vraiment imposé la logique de résultat, avec la nécessité de tendre et d'atteindre le bon état écologique, et ben, en corollaire de ça, tout de suite, il a fallu des années, c'est là que pour la première fois, on a dit la donnée, les systèmes d'information environnementaux sur l'eau sont un pilier indispensable à la bonne gouvernance de la gestion de la ressource en eau. Je fais un autre parallèle, encore une fois, tout était smart il y a encore 5-6 ans, toutes les smart cities, etc. Mais est-ce que c'est ça la vraie question? Non, la vraie question, c'est est-ce que les cités, les métropoles vont vers quelque chose d'encore plus sustainable? Donc, en fait, la question, elle est un petit peu différente. C'était quoi l'objectif? Et là, en fait, ce qui se passe au travers du témoignage très intéressant d'Alain, ce qui se passe avec ce qu'on vous présente sur le Climate Data Hub, c'est qu'on essaye d'aller encore plus loin et directement de tendre vers l'objectif global, ce que l'on veut atteindre. Premièrement, on sait qu'il va falloir de la transparence, d'où la notion de tiers de confiance, etc. Si chacun arrive avec ses données, imaginez une chambre d'agriculture qui arrive en disant moi tout seul, je vous dis que je suis vertueux et que mes activités dégagent mon empreinte carbone est en train de diminuer de X%. La même chose pour les industriels. Bon, c'est toujours potentiellement soumis à questionnement par les autres acteurs. Donc, là, très clairement aussi, tout comme dans l'eau, on est en train de se poser la problématique du multi-usage. Il faut que ce soit transparent, il faut que tout le monde puisse voir, que ce soit collectivité, industrielle, donneur d'ordre public, etc., pour pouvoir objectiver les choix qui seront faits. Il faut aussi qu'on intègre tout de suite quelque chose de vraiment écosystémique. Si c'est pour juste se concentrer sur les gaz à effet de serre, oui, il faut le faire, mais à un moment donné, il faut aussi se poser les autres questions, les questions du stockage. Aujourd'hui, je ne le disais pas plus tard que tout à l'heure avec le président de région, au doigt mouillé, je pense que notre région a une empreinte carbone globale qui est, entre guillemets, l'une des meilleures, je pense, par rapport aux autres régions. Pourquoi? Parce que on a juste la Sologne avec la plus grande zone Natura 2000 d'Europe. Vous faites notre bilan sur le stockage bois. Je pense que même si on en brûle dans les cheminées, on est largement excédentaire sur ce sujet-là. On a aussi des tourbières. Les tourbières, c'est des zones humides un petit peu particulières pour vous donner un petit peu la mesure de l'enjeu. Le carbone se stocke dans les sols aussi, d'où l'importance aussi du lien avec l'agriculture. Aujourd'hui, les tourbières, c'est peut-être 2-3% de la surface totale de la planète Terre, mais les tourbières stockent à elles toutes seules 25% du stock de carbone des sols. On en a en Sologne, on en a un petit peu partout en région centre. On sait aussi qu'il faut les suivre, et ça aussi, c'est le lien fort avec le tissu scientifique du territoire. Il faut les suivre et il faut les gérer parce qu'il est possible que l'emballement du changement climatique génère le fait d'aggraver l'état de ces tourbières et provoquer le relargage dans l'atmosphère de ces tourbières qui ne fonctionneraient alors plus en fonction de puits de carbone. C'est vraiment, donc, point important, tout de suite, on le voit, il y a une recherche de, entre guillemets, dimension écosystémique. On le voit dans les différents indicateurs suivis par Alain pour piloter son PCEET. Il y a différents sujets et on pressent qu'en fait, il y a la dimension écosystémique qui est recherchée et qui est celle qui, évidemment, permettra de dire et d'objectiver le fait qu'on va véritablement
dans la bonne dimension. Daniel, je ne sais oui. pas si vous avez peut-être encore j'avais une question avant peut-être justement aussi de dérouler plusieurs des questions, parce qu'elles sont nombreuses, il y en a une dizaine pour lesquelles j'espère on peut apporter des réponses, mais petite question justement, vous qui avez beaucoup d'antériorité justement sur la capacité, en tout cas sur la production de données à caractère environnemental. On a vu qu'aujourd'hui il y a une obligation de résultat avec une urgence encore plus impérieuse que par le passé. Est-ce que pour vous, il y a quand même un enjeu, parce que vous venez plutôt du monde scientifique et de l'ingénierie, mais est-ce que pour réussir ce pari, pour vous, d'abord, vous l'avez dit, la data, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du sujet, mais évidemment, ça peut être un levier intéressant. Est-ce que pour vous, il y a un enjeu de démocratisation aussi de ce sujet? Est-ce que, dit autrement, pour des profanes, pour des gens qui ne sont pas du monde scientifique, s'approprier aussi le sujet de la data, notamment par exemple pour des élus ou des citoyens, parce que la data est simplifiée, parce qu'on peut en produire facilement ou parce qu'on peut la comprendre facilement, ça peut être selon vous un des leviers d'accélération justement de la limitation des gaz à effet de serre. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui il y a ce sujet de se dire c'est un sujet qui peut peut-être finalement se démocratiser, dont il faut finalement favoriser l'usage et l'appréhension? Je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est une question vraiment ouverte. Tout à fait. C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui marche entre guillemets, dans les deux sens. Dans le domaine de l'eau, tout comme sur les sujets climat, je pense qu'il faut montrer, pour toucher les gens, montrer qu'on mesure, montrer l'évolution des phénomènes. Ça parle aux gens. Et puis, ça a été dit par Alain, c'est-à-dire que c'est aussi une manière, entre guillemets, comment dirais-je, d'amener les citoyens, de les faire adhérer, de les faire participer. Et aujourd'hui, on voit que on est tous munis de choses comme ça. On peut prendre des photos. Aujourd'hui, il y a des initiatives où vous pouvez prendre une photo de la biodiversité, de la rivière, d'un problème de pollution. Il faut en tenir compte. Ce sont des données qui sont aussi des données environnementales qui indiquent quelque part des altérations ou une évolution sur les sujets environnementaux. Pour la petite histoire, en 2004, on avait créé le premier site pour les côtes de la Loire, pour la DREAL Centre-Val de Loire, qui est aussi DREAL de bassin, qui permettait de présenter les 7 derniers jours, enfin les côtes des 7 derniers jours sur la Loire moyenne, et puis les prévisions à 3 jours. C'est quelque chose qui après a pris une plus grande ampleur et c'est devenu un outil national. À l'époque, c'était que sur la Loire. En 2003, c'était en 2002, je crois. Et en 2003, en décembre 2003, il y a eu une petite crue ici à Orléans. Et en fait, on s'apercevait qu'on suivait, on avait la métrique physique avec les hauteurs d'eau. Et en fait, on suivait les connexions au site Internet. On voyait l'onde de crue passer. Je vous montre, la corrélation est impressionnante. Quand on regarde sur les connexions à Orléans, on voyait la hauteur d'eau monter, puis on voyait le nombre de connexions monter. Donc, le citoyen, il faut s'en servir. Enfin, le citoyen il y a deux relations avec le citoyen. Déjà, le toucher grâce à la donnée, c'est-à-dire que voilà, on fait naître chez lui la conscience environnementale du sujet eau, du sujet climat, etc. Il devient acteur, et il devient acteur lui-même, bon, déjà par ses actions quotidiennes, mais il peut devenir aussi un capteur de certains phénomènes. Il peut faire remonter de l'information. Et ça, l'aspect participatif, je pense que sur les sujets climat, on va le voir arriver encore plus vite que ce que l'on a pu voir arriver sur les sujets eau. Très bien. Je vous propose, messieurs, parce qu'il y a des questions qui vous ont été posées tout au long de cette séquence et qui étaient très, très riches, je pense. Alors, des questions parfois très précises, mais peut-être une première qui est arrivée, je vais le faire dans l'ordre, par M. Hervé Sélard, qui interrogeait peut-être Laurent Olivier, justement, sur la COP régionale et qui posait la question de savoir si celle-ci avait permis de mobiliser les EPCI et les métropoles régionales et notamment aussi de bâtir, voilà, en tout cas, quelque chose de cohérent entre justement les objectifs actions des EPCI et de la région aussi. Voilà. Il est question là aussi un peu d'articulation entre région et niveau intercommunal. C'est en cours en fait, c'est en cours, c'est vraiment le sujet. L'accord COP a été signé en février 2021. Donc on a eu un peu
creux de la vague avec la phase d'élection. C'est reparti là au niveau de l'animation de la COP. Donc, on est vraiment là-dessus, en fait. Hein, c'est vraiment l'objectif. Alors, concrètement, je ne pourrais pas vous donner d'exemple sur ces articulations. On pourra partager les résultats de tout ça, mais c'est en cours, en tout cas. Très bien. Merci pour cette réponse. Peut-être d'autres questions que je vais reprendre aussi un petit peu dans l'ordre pour le coup. J'espère en tout cas que ça répond à ça. C'est un phénomène, effectivement, en tout cas un cycle assez long. Il y a un sujet d'engagement. Il faudra noter aussi qu'il y a eu un certain nombre d'échéances aussi électorales qui font que derrière, il y a une forme parfois, je ne vais pas dire d'inertie, mais en tout cas de lenteur un petit peu à se réorganiser. On a vu d'ailleurs dans toutes ces équipes, qu'elles soient régionales ou municipales ou intercommunales, eh bien, des nouvelles casquettes, notamment avec des élus à l'exécutif en charge de ces dossiers. Donc, voilà. Peut-être une autre question. Alors, je reprends une question de Naomi Tandavarian, technique. Alors, il s'agissait du PCET pour Alain Poma, j'imagine. Dans quelle mesure votre PCET est impacté par le décret tertiaire pour le coup? Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à cette question parce que peut-être avoir quelques précisions. J'avoue moi-même, pour le coup, ne pas pouvoir y répondre. Et je ne sais pas si du côté de la collectivité, Alain, Thomas, en tant qu'élu, vous aviez des réponses pour le coup à apporter par rapport à ce décret qui oblige, peut-être pour le rappeler, les grandes entreprises et les collectivités aussi à faire des économies d'énergie, il me semble en tout cas dans les bâtiments, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas bureau d'études, vous l'avez compris, beaucoup plus data. Alain, est-ce que justement le plan climat du Val-de-Cher-Con 3 tient compte justement de ces sujets-là aussi, des économies d'énergie? Alors, typiquement, bien sûr, on a un onglet économie d'énergie. On a aussi Sur le bâtiment tertiaire, sur en le côté l'occurrence. vertueux de l'administration qui doit en soi montrer l'exemple aux citoyens en termes d'économie d'énergie, que ce soit sur l'éclairage public, que ce soit sur les bâtiments, nos bâtiments propres, qu'ils soient en zone artisanale ou autre, une vraie réflexion là-dessus, à la fois d'économie d'énergie, à la fois de production aussi d'énergie renouvelable. Il y a un vrai objectif concret sur le territoire. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est un exemple, comme toujours, en termes de politique, on doit montrer l'exemple aux gens pour qu'ils puissent adhérer au projet en soi. Si on leur demande de faire quelque chose et puis nous, on fait le contraire, effectivement, ça va pas porter ses fruits. Après, cet outil-là, l'avantage, une fois de plus, c'est ce qu'on disait un peu M. Olivier et M. Pierre, c'est rendre une transparence absolue de l'action politique qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on a tendance à vite dire on est dans l'opacité, on ne sait pas ce qu'il y a. Aujourd'hui, avec un outil comme ça, en temps réel, on sait tout de suite où on en est. Bien. Que ce soit dans l'action comme dans l'inaction. Donc après, c'est à nous de prendre le sujet à bras-le-corps. Merci pour cette réponse. Peut-être une autre question aussi. Cette fois-ci, elle nous vient pour le coup de Nicolas Servant qui pose la question peut-être cette fois à la région. Alors Olivier, les régions ont-elles des budgets carbone, sous-entendu en cohérence avec la SNBC, la stratégie nationale bas carbone? Si oui, alors peut-être une question citoyenne justement, où peut-on vérifier que notre région respecte ou non ses budgets carbone? Quid justement des budgets carbone pour les régions? Est-ce que Laurent, vous êtes en mesure de répondre à cette question? Partiellement, toutes les régions n'ont pas de budget carbone. Il y a différentes approches sur la question des budgets carbone. Alors, avec la SNBC, il y a peut-être un cadre thématique, des orientations méthodologiques qui sont plus claires. J'avoue que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. En tout cas, pour nous, on réfléchit à ce sujet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on, dans le prolongement de la COP, dans le prolongement des éléments qu'on a pu évoquer tout à l'heure, comment est-ce qu'on va encore un peu plus loin pour positionner aussi un budget. Alors, est-ce que c'est un budget carbone ou un budget climat? La nuance est pas si anodine que ça, mais en tout cas, comment est-ce qu'on arrive à rendre compte dans les orientations budgétaires qu'on présente, dans les dispositifs qu'on accompagne, de l'impact prévisionnel de ces actions sur le climat ou sur les questions de GES. Voilà, c'est des discussions qu'on a. J'avoue qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment tranché sur ces orientations méthodologiques qui sont encore une fois très techniques et qui ont des incidences à moyen et long terme, aussi bien en termes de présentation budgétaire, de mise en œuvre de la conduite du changement en interne. Donc, voilà, ce n'est pas un petit sujet en termes de changement des pratiques pour une collectivité comme la nôtre.
D'accord. Il y avait une question qui est un peu le corollaire de celle-ci, en tout cas, qui est assez liée, d'Hervé Sellard, qui pose la question suivante. Comment traduire les engagements régionaux du SRADET, justement en termes de respect aussi d'une trajectoire régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérente avec la fameuse stratégie nationale bas carbone? Donc peut-être dit autrement, justement, pour le coup, c'est vrai qu'en plus, c'est des documents qui ne sortent pas forcément dans la même temporalité. Le SRADET, justement, aujourd'hui, intègre-t-il justement aussi ces enjeux finalement de stratégie nationale bas carbone? Ah oui, on est complètement raccord là-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est une déclinaison régionale autour notamment sur ces objectifs-là. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on décline dans les cadres d'intervention qui sont ceux du Conseil régional notamment, mais également dans d'autres cadres d'intervention de collectivités, par exemple, qui seraient compétentes, des politiques publiques qui permettent d'accompagner l'atteinte de ces objectifs-là. C'est l'adaptation des cadres d'intervention à ces feuilles de route, en quelque sorte, qui sont synthétisées, qui sont affichées dans le SRADET. Très bien. Merci pour cette réponse. J'en prends aussi quelques autres aussi. Alors, il est question aussi des cas d'usage autour du PCAET et hors PCAET. Peut-être une première justement de Dorian Cosso. Avez-vous, au Val-de-Cher-Comtrois, voilà, mais d'autres cas d'usage hors PCAET prévus dans le futur pour la Comcom, justement pour alimenter ce portail Open Data? Donc, la question est peut-être effectivement hors PCAET. Est-ce qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui seraient en cours autour de l'open data pour le coup? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, l'Open PCAET a été lancé cette année, donc on a le souhait d'y réfléchir, mais on n'a pas de cas concret potentiellement encore. On est trop frais et récent sur le sujet pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on va faire demain sur le sujet. On pense que c'est de toute façon l'avenir de la chose, hein, puisque plus la donnée sera complète, plus ce jeu de données sera important et qualitatif, et plus effectivement il sera facile d'orienter de la mobilité, du transport ou tout autre sujet politique. Mais on sent que c'est quelque chose qui va être indispensable demain. C'est-à-dire qu'on l'a lancé nous et on ne pourra pas faire autrement que de l'utiliser à terme, in fine, sur toutes Vous les l'avez dit politiques. tout à l'heure, hein, il y avait effectivement je reprends ça aussi, mais il y avait un enjeu à engager aussi les agents, les acteurs territoriaux, faire émerger justement ces cas d'usage. Il y a un sujet aussi, j'allais dire, d'appropriation. Tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de la thermographie aérienne. Il y a cet enjeu aussi d'avoir demandé à ce que les données dont vous bénéficiez, notamment justement pour voir si les bâtiments sont ou non des passoires thermiques, notamment les bâtiments, j'allais dire, publics. Ça, c'est des choses que vous demandez à pouvoir, je veux dire, en tout cas, vous pouvez récupérer en données, en open data notamment, pour pouvoir aussi alimenter aussi, je veux dire, la connaissance de la collectivité aujourd'hui sur les actions engagées en faveur de rénovation des bâtiments. Ça, c'est un des exemples, mais vous en avez d'autres comme ça où aujourd'hui les différents… Typiquement, on a une réflexion sur le passage sur la compétence ou assainissement. On a le PCI Horizon 2026. Donc, on sait que c'est énormément de jeux de données à collecter et après faire vivre. Donc, typiquement, voilà, la donnée ouverte va être un cas d'école sur ce sujet-là, hein, l'Horizon 2026. Agglomérer les 33 communes sur leur schéma directeur, les interconnexions, toute cette donnée-là va être hyper importante à gérer puisqu'elle sera communautaire et unique. Et donc, une fois de plus, typiquement, à mon avis, l'open data sera la solution pour pouvoir piloter, administrer et suivre tout ça. Très bien. Il nous reste une petite 2 minutes seulement, donc j'espère qu'on pourra tout finir. Sinon, n'hésitez pas, comme l'a dit l'organisation, vous avez la possibilité de nous adresser aussi des emails, hein, ils vous sont communiqués. Peut-être une question justement aussi toujours sur la data, avec une plateforme aussi ouverte. C'est son but, la plateforme Open Data, je crois. Comment fiabilisez-vous la donnée? Alors, je ne sais pas si, et respectivement d'ailleurs, parce que les plateformes Open Data, c'est pour le Val-de-Cher-Comtrois, mais aussi à l'échelle régionale. Vous avez peut-être des réponses à apporter sur la fiabilité de la donnée? J'en ai moi-même en tant que praticien. Alors, en tout cas, le plus important sur nos 104 mesures, ça a été d'identifier les acteurs associés et leur rôle. Ça, c'est une première chose. En deuxième chose, évidemment, on a quand même une chargée de projet qui est en retour sur la partie back-office et qui, elle, quand même vérifie la qualité des données et qu'elles soient pertinentes. Donc, ça génère du temps.
Moi, j'imaginais potentiellement avec une marge d'erreur à venir pour pouvoir un peu plus faciliter le travail du chargé de projet, pour pouvoir définir qu'est-ce qui est une valeur cohérente et une valeur qui ne le serait pas. Mais aujourd'hui, on a donc une chargée de projet en back-office principalement qui nous vérifie donc les données qui sont remises, à savoir les données qui ne sont transmises ou non transmises. Sachant qu'elle, ça a eu un message alors en disant attention, cet alimentaire n'a pas été incrémenté depuis telle date, qui nous permet à nous de nous dire fréquemment, chaque semaine, bon, on va relancer 2-3 actions ou 2-3 acteurs qui n'ont pas pu répondre aux questions alimentation de la plateforme. Merci Alain pour cette réponse. En guise de conclusion justement aussi, mais peut-être pour Laurent Olivier et Daniel Pierre, je lis aussi l'autre question de Stéphanie Favre justement qui disait mais la data permet-elle autant de faire des évaluations ex ante, type justement évaluation environnementale stratégique, que des évaluations ex post comme outil de suivi. Donc je fais le lien aussi non seulement à la fiabilité et la qualité de la donnée, mais aussi de son utilisation. Est-ce que vous avez peut-être une réponse à apporter justement autour de la fiabilité de la donnée et de son utilisation avant, effectivement, enfin ex ante et ex post. Peut-être Daniel Pierre ou Laurent Olivier là-dessus. Et puis, je vois Emeline qui réapparaît, probablement pour finir. Mais est-ce qu'il y avait peut-être un mot de conclusion autour de cette question? Il faudrait 2 heures pour développer. D'accord, c'est une question très ouverte. C'est un enjeu, mais majeur. Ouais. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, moi, je vais simplement peut-être vous remercier et avant de laisser la parole à Emeline aussi, cette aidance et vous remercier en tout cas chacun des 3 intervenants, en tout cas pour vos témoignages et pour l'explication des projets que vous avez engagés. Donc, vous êtes tous d'ailleurs partie prenante avec différents niveaux, voilà, au niveau régional, local. Intéressant de voir aujourd'hui, et même si c'est encore assez nouveau, que s'invente une gouvernance et des usages qui combinent transition numérique au travers de la data et transition environnementale. Ces sujets qui sont complexes, dont on voit, et je retiens ça en tout cas, qu'il faut pouvoir les démocratiser, que ça ne reste peut-être pas un sujet uniquement de spécialistes pour pouvoir engager le maximum de personnes, et que ça ne reste peut-être pas simplement un niveau d'ingénierie. Les défis sont immenses, mais on voit en tout cas des choses extrêmement intéressantes émerger lorsqu'on commence effectivement à maîtriser le sujet de la data, et notamment lorsque l'énergie est concentrée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et l'énergie collective qui dégage en région Centre-Val de Loire paraît en ce point-là, mais extrêmement intéressante. Et je pense qu'au sein de la PCC, et je l'espère pour le SVC l'année prochaine, pourra témoigner justement des avancées de ce qui aura été fait tout au long de l'année, parce qu'il y a un beau programme justement très collectif avec des cas d'usage qui vont être appuyés. Je pense qu'il y aura encore des retours. Donc, merci encore à Laurent Olivier, Daniel Pierre et Alain Poma. Et je redonne la parole à Emeline qui va probablement conclure cette séquence. Oui, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, merci à nos intervenants, merci à vous tous participants pour vos interactions dans les questions-réponses.